Jean-Hugues Delvolvé, directeur général de CGI Finance, après avoir fait à peu près tous les métiers dans l'établissement financier. Aujourd'hui, tu es devenu le patron, hein, vous voyez, hein, puisqu'on se tutoie, on se connaît depuis très très longtemps. Donc CGI Finance est très présent sur le véhicule d'occasion, avec notamment le développement d'un site de vente VO, hein, ce qui était pas forcément attendu pour un établissement financier. En fait, on t'a demandé d'intervenir sur le rôle des formules de location dans le développement des ventes VO et l'accélération de la rotation des VO. Et donc, l'idée, c'est de voir quel est l'avantage de la location. Alors, c'est pareil que sur le neuf, mais là, on va parler du VO. Pourquoi ce sujet de la location? Alors, c'est vrai qu'on avait un petit peu parlé récemment avec Florence sur comment un établissement de crédit indépendant et non pas captive voit l'évolution du VO. Et comme vous le savez, grosso modo, pour des gens comme nous qui faisons du crédit, mais aussi du leasing, mais aussi de la location, en fait, on a réalisé assez récemment avec le digital que nos produits sont complètement intégrés finalement à un parcours client. C'est-à-dire que vu que presque plus personne n'achète comptant et que tout le monde a envie, il y a eu cette espèce de boom du leasing depuis juillet 2014 de se lancer là-dedans, plus personne ne consomme autrement la voiture que ça sur le neuf. On s'est dit mais au fond, sur l'occasion, ça paraît une évidence que tôt ou tard, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, que tôt ou tard, ça deviendra aussi le moyen préféré de financer, mais quand je dis financer, de se payer une voiture, quoi. Alors, la première chose... La solvabilité. Eh oui, donc, quelle est la vertu numéro 1? Parce qu'on raconte un tas de conneries. Sur la location, les loueurs. Aujourd'hui, personne n'a dit de conneries. Hein, ça. Non, mais pas ce matin. Mais on raconte un tas de bêtises parce que, grosso modo, on vous explique, les loueurs vont vous expliquer, tout un tas d'intervenants vont vous expliquer que la location, c'est bien parce qu'il y a du service et qu'on va pouvoir mettre de la mobilité autour, qu'on va pouvoir mettre de la maintenance, de l'assistance, etc., etc. La réalité est beaucoup plus simple. C'est que les locations qui sont souscrites dans les concessions comportent extrêmement peu de services. Alors oui, qu'on ne fasse pas rigoler, quand il y a un VN, 30 000 bornes, hein, avec une location à 300 € par mois sur une Mini, par exemple, inclure l'entretien pour faire 30 000 km, ça me fait rire, parce que ça coûte strictement rien, quoi. Enfin, ça leur coûte peut-être 200 € et intégrer dans la location, ça coûte rien. En fait, la location, ça sert à une chose, ça sert à solvabiliser les ménages. Avec des voitures entre 30, 40 et 50 000 €, hein, n'y a pas moyen de vendre des voitures comme ça neuves autrement qu'en affichant des loyers. Si vous prenez un financement normal, 60 mois, ça va vous faire un certain niveau de mensualité. Si vous prenez une location, qu'est-ce que vous allez faire tout bêtement? Une location sur 36 ou 40 mois, c'est que vous allez prendre la valeur résiduelle qui est en fait du capital restant dû que vous repoussez à la fin. Donc, comme vous le repoussez, ben, fatalement, vous avez quelque part moins à financer et je vais vous démontrer de combien ça descend. Alors là, sur le slide que vous avez, alors évidemment, je fais de la pub de Vivacar, qui est notre site VO pour nos partenaires, où aujourd'hui, vous avez dans les vignettes auto, donc là j'ai pris que des Tiguan, vous avez à la fois le prix du véhicule, mais la mensualité. Et la mensualité qui est inscrite là, pour l'instant, c'est du 60 mois, avec de la garantie, de l'extension de garantie dedans. Si on passait sur ces mêmes voitures, sur ces mêmes occasions, hein, c'est des occasions que j'ai prises de 2014, entre 30 et 40 000 km. Si on passait sur de la location, donc je suis allé chercher une valeur résiduelle de nos amis Autovista ou d'autres, hein, à 40 mois, et j'ai construit le financement comme ça, on abaisse le loyer de 18%, pas loin de 20% avec 2 000 €. 15% sans apport, d'accord? Et si je décide de mettre 2 000 €, et il y a beaucoup de publicité sur la location VN, où finalement, quelque part, pour abaisser le loyer, on met quand même quelque chose. Souvent, c'est une histoire de reprise. Alors après, c'est perdu, hein. C'est-à-dire quand vous avez mis vos 2 000 €, vous ne les retrouvez pas à la fin. Mais ça ne fait rien. Ça solvabilise.
C'est toujours cette idée que ça solvabilise les ménages. Et vous voyez, vous passez de 297 € à 244 €, donc ce qui fait à peu près 20% moins cher. Considérable, hein, à offre, à contenu absolument égal. Donc, pourquoi ce qui marche sur le VO ne marcherait pas, ce qui marche sur le VN ne marcherait pas pour le VO? Et donc, on crée un cercle vertueux. Oui, alors le gros avantage. Le deuxième. Voilà. Alors, évidemment, l'idée absolue, c'est de se dire, grosso modo, il faut qu'on amène nos clients jusqu'à, en gros, 9-10 ans. On démarre par le VN. Le VN, on lui fait une location. Donc, quand je parle location, c'est leasing avec option d'achat ou LLD. Je reviendrai sur le sujet plus tard. Mais je parle location, c'est un terme générique pour désigner toutes les offres avec une grosse valeur résiduelle. D'accord ? Pour faire simple. Parce que quel que soit le type de produit que l'on prend, on arrive aux mêmes mensualités. Hein. C'est juste une enveloppe juridique. Donc, on démarre sur un Tiguan qui valait 33 735 à l'origine, d'accord, que j'ai configuré. Et on va arriver 9 ans après avec quelque chose aux alentours de 10 000 €. Et on a 3 séances de location. Donc, la première est toujours pareil, une comparaison avec un financement normal, 60 mois, avec le même taux. Je passe sur un Tiguan neuf de 561 à 382. Vous avez vu la différence que ça fait, hein, c'est colossal. Quand ce Tiguan revient, il revient avec la TVA, je vous en parlerai après, je refais une location dessus et je passe de 338 que j'aurais fait avec un financement VO classique à 244 €. Donc c'est juste une énorme différence. Et comme j'ai la TVA, je la garde. Hein. Ça, je reviens 3 ans après, je vais me retrouver avec un financement en location de 150 €. Et la voiture, chaque fois, revient chez nos distributeurs. Donc, avec la possibilité, elle revient à prix marchand. Elle ne revient pas à prix public, puisque les valeurs résiduelles sont calculées pour revenir à prix marchand. Ça leur permet de refaire de la marge et de capter, finalement, 3 fois, sur la même voiture, un nouveau client. Ça, c'est la vertu. C'est le cercle vertueux qu'amène la location. Alors, l'importance de la TVA. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on pense à la location en VO maintenant et pourquoi on n'y pensait pas avant, au fond? Alors, ça, c'est en regardant, donc depuis 1 an et demi, depuis 2 ans à peu près, on a cette initiative Vivacar. Donc, Vivacar, c'est 35 000 voitures de 120 distributeurs en France et qui reflètent la réalité de leur stock VO. Et il y a 1 an et demi, quand on regardait quelle était la part de ces VO qui comportaient de la TVA, puisqu'on vient aspirer finalement des données qui viennent des DMS, pour des DMS ou de Planète VO ou d'autres outils comme ça, on a la connaissance de la TVA. Est-ce qu'il y a de la TVA encore, hein? Est-ce que le cycle de la TVA a été rompu ou pas? Est-ce que la chaîne de la TVA a été rompue ou pas? Ben déjà, ma surprise a été grande, parce qu'en gros, sur ces VO de moins de 7 ans, hein, on n'aspire que les VO de moins de 7 ans, déjà, entre 40 et 50% des VO des stocks actuels comportent de la TVA. Je dis, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à trouver un genre 20%, 20-30% maximum, mais pas 50%. Après, je me suis dit, mais au fond, vu que 40 à 50% maintenant des ventes sont faites soit des loueurs, soit en leasing à des particuliers, bah, les véhicules vont revenir avec la TVA. Et il y avait une stat. J'ai pensé à ça parce qu'aux États-Unis, ils ont projeté la même chose sur leur parc et ils démontraient quel serait le parc des véhicules d'occasion de demain qui proviendrait de la location, donc de la location des loueurs, courte ou longue durée, mais aussi de la location en particulier. Parce que si la location en particulier, le leasing monte, alors ça revient avec la TVA. Et ben, quand on projette ça alors maintenant on est déjà en 2017, mais en 2019, en gros, bon, peut-être qu'Olivier qui est ici a peut-être fait ses calculs lui aussi, mais en gros en 2019, je pense que 70% des véhicules en stock de moins de 7 ans comporteront de la TVA. Des VO en stock chez les concessionnaires comporteront de la TVA. Donc ça veut dire que je peux proposer de la location
avec valeur résiduelle, donc une vraie location à tous ces gens-là. Donc c'est une opportunité. Voilà. Parce qu'on ne peut pas le faire. Qu'est-ce que ça... Est-ce qu'on peut le faire techniquement s'il n'y a pas de TVA ou c'est juste que c'est moins intéressant financièrement? On ne peut pas faire de location s'il n'y a pas de TVA. On ne peut pas. Mais oui, on ne peut pas parce qu'en fait, en tant que leaser, on achète le véhicule, on récupère la TVA et on facture de la TVA dans les loyers. Si j'achète un véhicule sur lequel il n'y a pas de TVA, je vais refacturer de la TVA dans les loyers sans l'avoir récupéré. Donc en fait, je ne neutralise pas cet effet TVA. Et ce qui fait que je vais finalement avoir un loyer par rapport à un crédit 20% plus cher. Alors vous me direz, faites un crédit ballon. C'est exactement la même chose. Hein, un crédit, un financement ballon, voilà. C'est exactement pareil. Je peux faire une dernière échéance égale à la VR, mais le problème, c'est que ce n'est pas ça que les clients veulent. Les clients, en fait, ils cherchent ni un VN ni un VO, on sait aujourd'hui. Hein. Quand ils vont sur les moteurs de recherche, etc., ils cherchent une voiture qui leur correspond dans leur budget. Bon, et si c'est la location qui est le truc le plus populaire, alors ils ne vont pas se poser de questions. Si cette location est disponible sur le VN et aussi sur le VO, alors je ne vais pas demander un crédit ballon, parce que ça va demander des explications complémentaires. Alors pourquoi je n'ai pas une location, pourquoi j'ai un crédit ballon? C'est la même chose, non. C'est quand un client croit que la location c'est mieux que le crédit, je ne vais pas lui expliquer que le crédit c'est mieux que la location. C'est trop compliqué. Non mais il faut être commerçant dans la vie. Donc, hein, non mais aujourd'hui... D'accord, ils veulent de la loc, on leur donne de la loc. Et c'est génial. C'est génial pour nos réseaux, pour les pros, etc. C'est formidable. Donc après 15 ans où on n'a pas réussi à le faire prendre, la LOA, là, ça... forcément. Ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne? Mais c'est parce que les gens croient depuis juillet 2014 que la LOA, c'est mieux que le crédit. Me demande pas pourquoi. Je n'en sais rien. C'est arrivé soudainement, ce truc-là. C'est arrivé en juillet 2014, c'est daté à partir de juillet 2014, le marché du leasing a grossi de 40% par an. Ne me demandez pas pourquoi. C'est toujours pareil, il y a une question de maturation, ça existe depuis toujours. Enfin, ça a toujours existé le leasing, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Mais les gens se sont mis à croire. Alors, les constructeurs se sont mis à subventionner comme des malades pour faire des loyers très bas, d'accord? Et donc ça commençait à faire croire aux gens que c'était plus intéressant que de prendre un crédit. Donc on est là-dedans, donc accompagnons le mouvement, quoi. Et ce mouvement est extrêmement vertueux pour les réseaux, puisque ça crée un parc, ça crée ce cycle vertueux sur 9 ans. Et quel bonheur pour un concessionnaire de se retrouver avec des voitures qui n'ont pas tellement roulé. Donc il va récupérer une voiture qui a 40 000 au bout de 3 ans, il va lui recoller 3 ans, 30 000 de plus, ça va lui faire 70 000. C'est un vrai bonheur, hein, c'est ce qu'il recherche. Hein. Ils cherchent des voitures dans ces prix-là et dans ces kilométrages-là, qui vont lui recoller pour 3 ans 100 000. Puis après, bon, ça s'arrête. Mais ça lui fait quand même... bon, voilà. Donc ça, c'est... Alors, je dis des trucs, c'est pas moi qui le dis. Hein, les distributeurs, quand ils se disent, merde, il va nous fabriquer du VO... parce que c'est ça, en fait. On fabrique du véhicule d'occasion pour les distributeurs, hein, pour les professionnels. C'est un moyen de fabriquer. Donc, c'est vertueux pour le client, ça le solvabilise, et c'est vertueux pour le distributeur. Donc, c'est un produit parfait. Tous les contrats n'arrivent pas à échéance quand même. Alors ça, c'est... merci pour cette question. Ça, c'est un de nos challenges, mais on parlera du parcours client plus tard. C'est qu'effectivement, alors c'est vrai que je ne l'adresse pas comme ça, le sujet, mais on pourrait l'adresser de cette manière-là. Mais c'est vrai que, à ma grande surprise, parce que j'ai regardé, on fait du leasing depuis une éternité, et que la moitié des clients ne vont pas au bout de leur leasing. Très bizarre. Très bizarre. Donc ça, c'est un sujet à adresser. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, nous, on a fait une petite enquête. Écoute, il y en a la moitié qui ont déjà changé de voiture. Mais ça, c'est parfait. Parce que pour changer de voiture, il faut qu'ils nous appellent. Donc, ils appellent le distributeur. Donc, la probabilité, c'est que les revenus sur le distributeur changent de voiture. L'autre... Plus vite que les 30 ou 6 ou 40 mois. Ça, c'est parfait. Donc, ça arrive à 24 mois, il y a une soulte. Bon, évidemment, il faut qu'ils remettent un peu au pot, etc. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, s'il veut payer, on est content, nous. Hein. Non, mais au fond, si les gens veulent changer de voiture plus tôt, parce qu'ils ont une prime, ils se disent, tiens, voilà, en plus, je n'ai pas payé cher. Hein, 244 € par mois, normalement, j'aurais dû payer 300 ou 400. Non, c'était pas cher. Pas cher, le leasing. Hein. C'est vrai. Quand on réfléchit 2 secondes. Il revient, et l'autre moitié, ils l'ont malheureusement englobé dans un rachat de prêt. On continue sur la solvabilité des ménages. Hein. C'est toujours ça. Hein. C'est rigolo. Hein. Je solvabilise la demande, quoi. Voilà. Alors,
Moi, je disais, là, le titre d'avant, c'est vous avez il y a une opportunité historique pour la location de véhicules disponibles. Alors, quand je dis véhicules disponibles et pas véhicules d'occasion, c'est que on élargit finalement ça à tout ce qui est en stock. Hein, vous distinguez d'un côté toutes les voitures qui sont à configurer, à commander, et j'y reviendrai après, et tout ce qui est en stock. Et c'est une opportunité absolue, historique, pour les distributeurs classiques de se positionner, et c'est le slide d'après, comme des loueurs à part entière. Parce qu'en gros, demain, si je suis un client particulier et que j'ai besoin de financer ma voiture, j'ai 2 produits. Soit un prêt, soit une location. D'accord ? Si j'ai un prêt, si j'ai besoin d'un prêt, la probabilité que je le fasse sur Internet en 3 minutes et demie, soit sur un acteur de crédit consommation, soit sur un site d'une banque, ça va être beaucoup plus simple de se faire un prêt comme ça que d'aller faire un prêt dans les garages. Enfin, en tout cas, non, je pense que c'est pas ça. C'est plutôt que ça sera tellement simple que les gens mécaniquement penseront à aller sur un site pour se faire un prêt personnel. Et il y aura la location. Et la location, il y a 2 acteurs de la location. Il y a les loueurs. Ça, c'est un peu notre malheur. Il y a des loueurs dans la salle, là ? Je peux parler librement, là. Peut-être qu'ils se cachent. Voilà. Arval, ALD, non, il n'y a pas. Bon, non, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que moi, j'appartiens au groupe Société Générale, donc j'ai ALD. Donc, je suis en train de raconter quelque chose contre mon petit collègue. Un petit camarade de classe. Mais, en gros, si les loueurs ont affiché la volonté d'aller sur ce qu'ils appellent le private lease. Le private lease, c'est de la location en particulier. Ce n'est pas de la location avec option d'achat, c'est de la LLD. Mais au fond, si on en revient à je solvabilise la demande, si le loyer est bas, ça marchera. Bon. Donc sur un VN, moi je prétends que sur un VN à configurer, donc à commander, les clients demain, naturellement, ils penseront à un loueur ou à la concession ou à un distributeur. Je dis bien un VN qui n'existe pas, qui est à configurer, qui est à créer, qui est à lancer sur les chaînes. C'est assez naturel parce que les loueurs sont là-dedans. Ils ont les configurateurs, ce sont des experts de ça. Donc ils vont naturellement démarrer par ça. Ça veut dire que les loueurs, ils s'apprêtent à aller prospecter le particulier de manière... Et ils s'apprêtent à investir le marché de la location au particulier. C'est écrit dans leur stratégie. D'Arval et ALD, pour ne citer que les Français, les 2 se copient et les 2 affichent la même chose. Et de toute façon, vous avez déjà les offres sur leur site. Et vous commencez à avoir les offres de ceux-là dans leur réseau bancaire respectif, BNP ou ALD, ou Société Générale. Et si la volonté... Ça fait des volumes, ça, à la Générale ? Non, ça aujourd'hui, ça ne fait pas de volume. Ça ne fait pas parce qu'ils n'ont pas investi suffisamment. Mais si la volonté du grand patron de la Générale, du grand patron, de dire mais vous allez faire en sorte que ça réussisse, les réseaux bancaires, en fait, ils sont séquentiels. C'est comme la Poste, quoi. Il faut qu'ils vendent autre chose, quoi. Sinon, ils vont disparaître. Alors, exactement. Et si tu leur dis, bon, ben là, écoute, maintenant, t'arrêtes de me faire du je sais pas quoi, du plan d'épargne quelconque ou du crédit, et puis tu vas me faire de la loc. Ils ont réussi à vendre de l'assurance, hein. Et honnêtement, l'assurance auto, pour un conseiller dans une banque, c'est un cauchemar, hein. Bon, et donc, ils y sont allés au forceps. Ils leur ont dit, c'est comme ça. Si vous n'y arrivez pas, je vous mute. Parce que ça, c'est la punition suprême. Je n'y vire pas. Hein. Et donc, voilà. Et donc, quand ils vont dire, on va faire de la location, ils vont faire de la location. Et certains constructeurs vont lâcher le morceau. Je crois que Volkswagen a lâché le morceau avec Arval. A commencé à accepter de leur donner des remises protocolaires. Ce qui n'est pas terrible. Pour de la vente aux particuliers. Bien sûr, oui, pour la vente aux particuliers. Donc les autres vont suivre. J'espère pas les Français, qui en ont, j'ai l'impression, pas tellement envie. Mais bon, quelque part, le mouvement est enclenché. Et donc, naturellement... En même temps, si on écoute PSA, un client est un client. Hein. Donc, on refuse pas les clients. Oui, mais il faut savoir quel camp choisir. Bon. Alors, moi, j'ai choisi mon camp, la CGI. On est les amis des distributeurs, comme tu le sais. Et on s'en éloigne pas. Mais
le propos n'est pas là. Le propos est de dire, voilà, naturellement, sur des VN à configurer, la probabilité que le marché se partage entre ce qui est proposé en concession et les loueurs à 10 ans n'est pas irréaliste. Par contre, le marché du véhicule disponible, c'est-à-dire du VN en stock chez les concessionnaires, du VD et du VO avec de la TVA, lui, il ne faut pas le laisser échapper. Ça doit devenir le métier absolu du concessionnaire. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il ne faut pas qu'il laisse échapper. Et la deuxième, c'est que la location, c'est un très beau produit parce que c'est un produit qui se construit à 2. Il se construit avec le financeur. Donc nous, en fait, que ce soit Banque PSA ou nous, on donne de la finance pour financer finalement le gap. Et c'est le concessionnaire qui livre. Et c'est le concessionnaire qui reprend la voiture. Et c'est le concessionnaire qui fait l'entretien. Et qui juge la valeur résiduelle. Qui juge la valeur résiduelle. Et donc l'élément clé. Non, on demande à Autovista de faire un très bon conseil. Ils sont très très bons pour ça. Et qui va leur donner une estimation de valeur résiduelle qu'ils ont intérêt à suivre. Hein, franchement, il ne faut pas qu'ils s'éloignent de ça. Parce que c'est scientifique. Ce n'est pas comme ça avec le nez. Ça, c'est sûr. Bon, il n'y a pas qu'Autovista, mais Autovista est très bien. Et donc, ça donnera confiance. Ça, c'est dans l'intégration des outils, on n'en parlera pas. Mais ça donnera confiance. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a une opportunité historique pour les distributeurs de se positionner là-dessus et de devenir, dans l'esprit des consommateurs, des loueurs, des clients. Au fond, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on doit imprimer dans la tête des clients. On doit leur imprimer qu'un distributeur, c'est un loueur. Ce n'est pas qu'un distributeur. Alors, LLD ou LOA parce que... Alors ça c'est le sujet, la tarte à la crème. Hein, C'est pareil ou c'est pas pareil? Alors, c'est pareil, et ça ne l'est pas. C'est pareil parce que la façon de calculer un loyer, il est le même en LOA qu'en LLD. Exactement la même chose. Hein. Une valeur résiduelle, un prix à la base, un taux, et puis des services par-dessus. On peut le faire en crédit, c'est la même chose. Mais il y a il y a une raison objective pour pas pousser. Alors, non, moi, je préconise... Parce qu'à une époque, il y avait la taxe pro, mais ça existe plus. Ça a disparu. Mais c'est pour ça que les loueurs s'y intéressent. Mais oui, ils ont réalisé un petit peu, avec un peu de manque de réactivité, le fait que, merde, j'ai un nouveau marché. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que c'est fait. Donc, il y a une première chose, une chose tout à fait objective et une chose subjective. Une chose objective, c'est que les clients, on a fait une étude, les clients veulent de la flexibilité et de la transparence. Et la LOA, puisqu'elle permet à tout moment au client de racheter le véhicule, le rend libre, le rend assez libre et le rend assez transparent. Et puis j'affiche à l'avance le prix futur. En LLD, oui, éventuellement, on pourrait racheter la voiture. Pour combien, on verra. Donc, quand on est en face d'un client, c'est beaucoup plus facile de le convaincre de prendre un leasing, parce qu'il voit bien qu'on ne le blouse pas. Hein. On est obligé de lui afficher un prix de vente, ce qui n'est pas le cas de la LLD. On est obligé de lui afficher le loyer comme la LLD. Et le prix de revente, ce que ne fait pas la LLD. Donc c'est plus transparent et c'est perçu comme plus flexible, puisque je peux racheter la voiture ou je peux la transférer à quelqu'un d'autre, etc. Donc d'un point de vue client, la LOA, je dirais, c'est la LLD en mieux. Les loueurs vous diront autre chose. Hein. Je suis en retard ? Non. Bon. Qu'est-ce qu'ils disent, les loueurs ? Et puis, il faudrait vraiment être un peu con, en tant que distributeur, pour vendre de la LLD, parce que les loueurs ne peuvent vendre que la LLD. Ils ne sont pas réglementés. Pour vendre du leasing, il faut être une banque, il faut être un établissement de crédit. Pour vendre de la LLD, un établissement commercial suffit. Alors, si on se met, nous, à vendre de la LLD dans les garages, enfin, on fait juste le lit des loueurs, quoi, qui vont se pointer. Donc, on a intérêt absolu à survendre la location avec option d'achat, qui, de toute façon, est plus transparente, plus flexible qu'une LLD. Alors, il y a quand même un petit problème avec la réglementation qui fait que pour la communication, c'est moins sexy que la LLD. Est-ce que c'est un problème, ça ? Bah alors, oui, on a les mentions obligatoires. Non, du c'est vrai, crédit. c'est un problème, mais j'espère que la DGCCRF va s'en occuper un de ces 4 matins, parce que ça ne peut pas durer. Parce que finalement, c'est paradoxal. Oui, mais de toute façon, elle l'a vu, hein, les contrôles qu'on a eus sur les publicités, hein, où, grosso modo, alors chez Peugeot spécialement, je crois, hein, ou chez Renault, donc il y a une publicité sur la LLD, vous vous pointez en concession, vous vendez la LOA. C'est quand même bizarre. Hein, parce que c'est mieux que la LLD. Mais en fait, on prend la LLD
parce que les mentions légales sont toutes petites, etc. Mais ça ne va pas durer. C'est pas possible. Ça veut dire qu'on va mettre les mêmes mentions légales sur la LLD? J'en sais rien. Mais en principe, en France, c'est comme ça qu'on fait. Bah, normalement, ça va se durcir. Voilà. Donc, puis c'est finalement assez secondaire, cette histoire. Oui, c'est plus court, etc. Mais comme beaucoup de publicités sont faites sur Internet, et sur Internet, il y a tout à fait le moyen légal de ne pas faire apparaître l'ensemble des mentions légales directement dans la fiche du VO ou dans la fiche du véhicule. On le voyait avec Vivacar tout à l'heure. On n'a pas les mentions légales du crédit dans la mensualité. Tu l'as, je ne sais plus comment ça marche, mais en fait, il y a un moyen légal. Bon, l'un dans l'autre, je prétends que ce n'est pas un problème. Ok. Donc, on va passer au parcours, non? Alors, on va passer un petit peu à l'offre. L'offre, la bonne offre. Et j'en ai déjà parlé. En fait, j'en ai parlé sans en parler. Là, je voudrais introduire quelque chose avec le parcours digital. Ouais. Alors, donc, en gros, on a Il est dur à lire. Hein, non, mais on ne le lit pas. Moi, j'ai des slides qui ne sont pas à lire. Parce que comme ça, vous m'écoutez. C'est une technique. Non, mais à comprendre. Alors, plutôt à comprendre. À comprendre. En fait, une offre de LLD, c'est sur du VO, c'est je cherche un véhicule, je le loue et je restitue. Donc, l'offre, c'est tout ça. L'offre, c'est pas que le financement. C'est comment je trouve la voiture, hein, que contient le service qu'il y a dans mon loyer et comment je le restitue. Et une bonne offre, les deux seules choses que je voulais dire, c'est que quand la bonne offre, hein, on a vu qu'il fallait être flexible et transparent, c'est de permettre, c'est de faire deux choses qui sont peu faites aujourd'hui. La première, c'est de permettre au client, à tout moment, au moyen d'une application ou de quelque chose, de modifier son loyer s'il a envie d'accélérer la restitution ou si il a envie de la retarder ou si son kilométrage ne correspond pas exactement à celui qu'il a signé. Ça, c'est la première. Ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas d'application qui permette comme ça, quand on a pris une location, de pouvoir tous les ans, par exemple, voir si mon loyer est en phase avec mon kilométrage et d'agir moi-même. Ça, c'est de la flexibilité absolue. Et la deuxième chose, les clients ont très très peur de la restitution parce qu'ils ont toujours peur des frais de remise en état, du kilométrage excédentaire, etc. Et ça coûte une blinde. Et puis on a toujours peur de se faire avoir par le distributeur, par le concessionnaire. Je vais rendre la bagnole ou le loueur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais avoir une aile à refaire? Ça va me coûter 1 000 €, etc., etc. Et donc, dans les évolutions de ces offres, il va falloir donner au client des moyens de faire une évaluation lui-même des frais de remise en état. Et il y a des sites et il y a des applications qui existent pour faire ça. Il faut simplement que ça soit véritablement, il faut que ça fasse véritablement partie de l'offre de location. Une location, ok, c'est je trouve une voiture, je la loue, et à tout moment, j'ai cette flexibilité, j'ai cette transparence, et je ne me fais jamais piéger. La location est encore vécue comme un piège, même si les consommateurs en veulent. Aujourd'hui, au CGI, par exemple, les LOA, on peut les moduler? Non. Alors, oui, on peut les moduler, mais il n'y a pas une application qui permet de le faire automatiquement. Je vais pas sur le site, modifier. On ne l'a pas encore fait. Et on va construire cette application qui va permettre de faire ça. Alors, on a déjà les briques, etc. Mais ça doit faire partie fondamentalement de l'offre que de pouvoir être flexible, de pouvoir offrir les moyens d'être flexible sans avoir à téléphoner, sans avoir à envoyer un courrier recommandé. Voilà, il faut que ça soit simple. Et là, on en vient au parcours finalement. Mais là, du coup, on bouge sa valeur résiduelle quand on fait ça? Oui, mais la beauté... Et l'engagement qui a été pris par le distributeur, par exemple, sur une valeur résiduelle. Excellente question, mais grâce à nos amis d'AutoVista, qui sont fiables. Je fais la promo parce que c'est vous qui avez payé la journée, donc je vous renvoie un peu l'ascenseur. T'es un vrai commerçant, hein? Mais non, je suis embauché. Il faut faire plaisir aux gens. Non, mais fondamentalement, à partir du moment où vos distributeurs acceptent ces valeurs résiduelles-là, acceptent cette référence AutoVista ou je sais pas quoi. Argus, dis-le si tu veux. Non, je ne vais pas le dire parce que c'est pas bien. Mais si. Donc, s'ils acceptent ça, et ils l'acceptent, alors on a la main sur les valeurs résiduelles. En fait, dans l'applicatif, il va aller chercher la nouvelle valeur résiduelle dans la base d'AutoVista. Et donc, le loyer va s'accorder. Et le concessionnaire, il sera d'accord à l'avance de reprendre la voiture pour cette VR qui est réévaluée à partir d'outils qui sont objectifs et qu'il a acceptés.
Et alors, est-ce que Autovista peut d'autorité ajuster la VR par rapport aux conditions de marché, par exemple? Bien sûr, bien sûr. C'est ça la beauté du truc. C'est qu'eux, ils sont au plus près de la réalité. Non, mais je veux dire dans un crédit en cours. Oui. Oui, d'accord. Oui. Ah, tu peux imaginer ça, oui. Oui, non, mais aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. Non, ça par exemple, j'ai un diesel. Ouais. Dans 3 ans, mon diesel, il ne va pas avoir la valeur résiduelle de... Bon, je crois, tu vas pas beaucoup. Si tu as une Volkswagen, oui, le reste ne va pas changer. Bon, alors j'ai une Volkswagen.